Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de ce 23h. Le vice-président de la République a échangé ce mercredi avec les premiers responsables des autorités de régulation des médias de l'espace africain et francophone. Ils sortent de 2 jours de travaux ici à Abidjan, des travaux dont les conclusions ont été remises à Tiemoko Mendiet Koné. Les régulateurs lui ont exposé les conclusions. On retient leur farouche volonté de trouver voies et moyens pour mieux contrôler l'usage des réseaux sociaux en Afrique francophone. La 60e session de la conférence des ministres de l'Éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie a démarré depuis ce lundi 22 avril dans la commune de Cocody. Cette session examinera les nouvelles orientations techniques et technologiques de l'enseignement supérieur et technique. Les États veulent ouvrir la voie à de grandes politiques et orientations en matière d'éducation. Et puis, les concours administratifs de la fonction publique et les concours d'entrée à l'École nationale d'administration ont été officiellement lancés aujourd'hui. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a souhaité bonne chance à tous les candidats. Ce sont 369 concours ouverts au public cette année. Et rien que pour l'ENA, ce sont 6 concours représentant les différents niveaux. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Les autorités de régulation des médias africains et francophones ont terminé leur séjour à Abidjan, mais avant de regagner leurs pays respectifs, ces garants moraux des médias ont tenu à livrer au vice-président de la République les conclusions de leurs travaux. Il en ressort notamment leur farouche volonté de réguler les réseaux sociaux dans l'espace francophone. On en sait un peu plus avec Mahama Traoré. En à peine 48 heures, Abidjan aura donné aux autorités de régulation de 24 pays d'Afrique francophone les clés d'accès à un meilleur contrôle des plateformes digitales les plus utilisées du moment. Débats et échanges auront permis aux participants de s'imprégner des meilleures pratiques de régulation, notamment celles venues d'Europe, faire barrage aux dérives tout en garantissant le strict respect du droit à la liberté d'expression. La rencontre d'Abidjan est donc décisive pour l'avenir du secteur des médias en Afrique. Les régulateurs sont allés le signifier au vice-président de la République. On ait réussi à faire venir 4 très grands acteurs du numérique, Google, Twitter, TikTok, Meta, pour pouvoir échanger sur ces sujets. On sait les formidables apports de ces réseaux, que ce soit des moteurs de recherche, que ce soit des plateformes de partage de contenu, que ce soit des réseaux sociaux. Elles nous sont très utiles dans nos vies quotidiennes, mais on sait aussi les risques qu'elles comportent en matière de désinformation, de haine en ligne, de harcèlement, d'atteinte au processus démocratique. Et donc la question de leur régulation est une question qui est posée aujourd'hui sur tous les continents. L'Europe a pu mettre en place, dans le cadre de son dialogue avec les plateformes, des réglementations qui permettent de préserver les citoyens européens utilisateurs de ces plateformes numériques de médias sociaux. Ce dialogue nous permet, nous, Africains, de nous inspirer de cette expérience, mais surtout de promouvoir un modèle africain de régulation des médias qui soit aux standards internationaux, c'est-à-dire d'abord basé sur le principe de respect de la liberté d'expression et en même temps soucieux d'installer une réglementation qui permette aux sociétés africaines, aux citoyens africains d'exercer en toute confiance leurs droits dans l'espace numérique global. Notre souci, c'est d'abord d'approfondir ce dialogue pour faire face à ce rythme spectaculaire de l'évolution technologique. Le succès des travaux revient à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle de Côte d'Ivoire, initiatrice de ces assises. Les régulateurs félicitent également l'État de Côte d'Ivoire pour son implication. Par ailleurs, les ministres de l'Éducation nationale des États et gouvernements de la francophonie sont eux aussi à Abidjan. La 60e conférence de leur organisation s'est ouverte lundi en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Cette session examinera les nouvelles orientations techniques et technologiques de l'enseignement supérieur, mais aussi de l'enseignement technique. Les États veulent tout simplement ouvrir la voie à de grandes politiques et orientations en matière d'éducation. Écoutez les précisions d'Alexis Ouedraogo. Les ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie veulent changer les paradigmes éducatifs. Réunis à Abidjan pour la 60e édition de leur conférence, ils relèvent l'urgence de l'adéquation emploi-formation. Le temps est désormais passé où le système éducatif et de formation formait des jeunes en espérant qu'ils répondraient de façon hypothétique aux attentes du marché du travail. C'est dans la collaboration et la synergie d'action entre le monde du travail et celui de l'éducation et de la formation que doit se construire l'employabilité des jeunes
dans le contexte mondial actuel. Et cela ne peut se faire sans la construction de passerelles formelles entre l'enseignement général, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, ainsi que les filières scientifiques et technologiques. Des mots soutenus par les différents intervenants, dont le président sortant, Chakib Ben Moussa. Je vous invite à continuer et à renforcer l'accompagnement de la Confémen dans un cadre partenarial. Et cela à un moment où la plupart des États et gouvernements sont engagés à transformer leur système éducatif pour relever les défis qui sont les leurs. Une vision dans laquelle s'inscrit déjà l'État ivoirien qui prend désormais, et ce pour 2 années, la tête de l'institution. C'est une détermination à servir les États membres de la Confémen avec toute la volonté qui sied en vue de poursuivre la transformation qualitative de nos systèmes éducatifs. Ensemble, œuvrons pour un système éducatif de qualité qui offre aux enfants de l'espace francophone le goût d'aller à l'école et de construire leur devenir dans les meilleures conditions d'apprentissage et de formation. Dans un pays où plus de 38% de la population a moins de 14 ans, le gouvernement veut jouer sa partition pour formuler des recommandations et appuyer les politiques régionales et internationales en matière d'éducation. La première richesse d'une nation réside dans une ressource humaine de qualité, rigoureusement formée, parfaitement consciente des défis du moment et pleinement engagée à les relever. Mesdames et messieurs les ministres, distingués enseignants, vous êtes les ouvriers de l'élite future de nos nations. Puissent vos travaux ouvrir les canaux du progrès futur de notre humanité. La conférence des ministres de l'éducation des États et gouvernements de la francophonie est la plus ancienne institution francophone créée en 1960. Elle compte à ce jour 44 États et gouvernements membres. Et en prélude à cet événement, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est sur le plateau de 20h ce soir pour en parler. Maria Toukone a répondu aux questions de Fatou Fofana. Je vous propose de suivre maintenant un extrait de leurs échanges. Les chantiers, ils sont vraiment nombreux. Vous savez que la Confémen se donne 3 grandes missions. Mission d'informer les membres, les pays membres sur l'évolution des systèmes éducatifs, apporter des réflexions, nourrir ces réflexions sur des thématiques bien identifiées, animer la concertation entre les ministres et les experts afin de pouvoir élaborer des positions communes et pouvoir également formuler des recommandations pour appuyer la politique éducative dans nos différents États. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, aujourd'hui, il est question de pouvoir adapter l'éducation à l'évolution du monde. Et je vous ai dit tantôt qu'une des questions importantes, c'est la question de l'employabilité. Une autre, c'est celle de la digitalisation, de l'éducation numérique. Une autre, c'est celle de l'amélioration des apprentissages, tenant compte du nouveau contexte, c'est-à-dire le changement climatique, la créativité. Ce sont autant de domaines, la question de l'intelligence artificielle, la question de l'amélioration des filières scientifiques et technologiques, la question des passerelles entre l'enseignement général et l'enseignement technique et professionnel. Ce sont autant de chantiers à défricher et pendant 2 ans, en tant qu'organe de décision, en tant que présidente de cette conférence des ministres de l'Éducation nationale, nous allons user de tous les pouvoirs que nous avons pour faire en sorte que, de la même manière que nous avons pu changer le visage de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire, nous puissions impacter à travers tous ces domaines sur l'éducation dans le monde francophone.
Et c'est d'ailleurs tout le mal que nous pouvons vous souhaiter, Madame la Ministre. Les éléphants sont de plus en plus menacés par le braconnage. Le ministre Laurent Tchagba des Eaux et Forêts était à l'Assemblée nationale pour défendre la survie de l'éléphant, notre emblème national. Il a présenté 2 projets de loi à la Commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement. Des propositions qui viennent améliorer le dispositif juridique des textes régissant la faune et la flore et qui datent, tenez-vous bien, de 1965. Ils concernent entre autres la réglementation de la chasse, la création d'aires phoniques, un renforcement des textes réprimant le braconnage et autres délits contre les animaux sauvages dans ou en dehors de leur milieu naturel. Regardez ce sujet de Franco Adio. Le ministre des Eaux et Forêts face aux députés membres de la Commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement. L'exercice du jour, la présentation de 2 projets de loi. Le premier porte sur la gestion de la faune. La loi de 1965 n'étant plus adaptée au contexte actuel, par exemple, l'État était le seul gestionnaire de la faune, ou encore les limites dans la définition conceptuelle qui exclut les animaux sauvages hors de leur milieu naturel. Sans oublier la faiblesse de dispositions pénales, 2 mois à 1 an d'emprisonnement. Le projet de loi portant gestion de la faune comporte 5 titres subdivisés en 16 chapitres. Le titre 1, il met à jour la définition de la faune qui n'exclut désormais plus de groupes d'animaux sauvages. Le titre 2 traite du régime de protection de la faune qui prend en compte le classement des espèces de faune pour mettre à jour leur stature de protection. Pour le volet répression, 10 à 20 ans d'emprisonnement requis allant jusqu'à 100 millions de francs CFA d'amende. Ce sont là des dispositions pour la préservation d'espèces rares qui seront protégées dans des sanctuaires fauniques, entre autres. Le second projet se rapporte à la protection de l'éléphant. L'éléphant est un symbole de notre pays et l'éléphant est en disparition en Côte d'Ivoire. Ça ne serait pas bon de laisser continuer. Il faut pouvoir se rattraper et faire la répression pour pouvoir faire en sorte que l'éléphant puisse rebondir en Côte d'Ivoire comme on a pu rebondir pour être champion d'Afrique. Les 2 projets de loi soumis aux députés en commission par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, ont été votés à l'unanimité. Prochaine étape, le vote en plénière pour l'adoption définitive. Dans un tout autre chapitre, les femmes militaires ont été célébrées à l'occasion de la journée des droits de la femme qui leur est aussi consacrée. La présidente du Sénat et le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, ont salué les avancées notables dans le pays en ce qui concerne la situation des femmes dans le corps armé. 10% des places au concours leur sont d'ailleurs réservées. La tutelle et la marraine Kandia Camara ont appelé les femmes militaires à faire preuve d'engagement et de discipline. Voyons ce sujet de Frédéric Oulaï et Abou Sanogo. Des tirs nourris suivis de fumées épaisses sur l'aire de jeu du nouveau camp militaire d'Akwedou. Une prise d'otage de population par une bande armée. Mais la riposte ne se fera pas attendre. Aussitôt informée, une compagnie de militaires essentiellement composée de femmes sera immédiatement sur les lieux. Les terroristes seront vite mis hors d'état de nuire. Ceci est une démonstration du savoir-faire des femmes militaires dans leur mission de sécurisation des biens et des personnes. Un exercice qui se tient lors de la célébration de la journée de la femme militaire, inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des droits de la femme. Grâce à la volonté des décideurs et de la haute hiérarchie, les femmes sont présentes partout, de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville aux composantes terre, air, mer de la défense, en passant par les unités spécialisées et commandos, ou encore dans les opérations extérieures de maintien de la paix, aucun défi ne semble nous résister. Cette journée de la femme militaire est le lieu pour la hiérarchie et le ministère de tutelle de porter la réflexion sur les conditions du personnel militaire féminin. De 2016 à aujourd'hui, soit sur 8 ans, l'effectif du personnel féminin des armées a connu une hausse de 100% pour atteindre 605, soit 3% de l'effectif total
des armées. Ce pourcentage qui paraît insignifiant est pourtant une progression remarquable que nous ne manquerons de maintenir. Je voudrais rendre hommage à l'engagement exceptionnel de ces femmes qui, par leur courage et leur bravoure, donnent raison à ceux qui ont soutenu l'intégration des femmes dans nos forces armées. En cette journée spéciale, je vous exhorte à poursuivre vos rêves, à repousser vos limites et à saisir chaque opportunité qui se présente à vous. Vous êtes une source de fierté légitime. Toute la population ivoirienne vous regarde comme des modèles et des exemples à suivre. Sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, l'intégration et la promotion des femmes à la gendarmerie nationale et dans les rangs des forces armées de Côte d'Ivoire est une réalité. Marraine de cette journée, la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, a salué la compétence et la contribution des femmes militaires dans la sécurisation du pays. Depuis 2011, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, s'est fermement engagé, à travers une vision des plus ambitieuses, à offrir davantage d'opportunités aux femmes par une réforme profonde du secteur de la sécurité. La dynamique d'intégration des femmes dans tous les corps de défense et de sécurité ne doit pas, par conséquent, s'apprécier comme un simple effet de genre, mais comme une impérieuse nécessité, celle de l'implication de tout le corps social dans l'œuvre de conception et de construction harmonieuse de notre développement qui doit rester inclusif et participatif. À cette journée, le ministre d'État, ministre de la Défense Ténébré Ouattara, a exprimé sa reconnaissance aux pionnières militaires pour leur abnégation. La Côte d'Ivoire pourra d'ailleurs compter sur ses femmes militaires dans sa politique globale de lutte contre le terrorisme. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, située à Jacquesville, est l'un des instruments les plus importants de notre pays dans son engagement contre les groupes armés terroristes. Elle a été visitée aujourd'hui par le président du Conseil européen, Charles Michel. Il est en visite de travail dans notre pays. Voyons ce sujet de Khalil Diomandé et Zakaria Traoré. À l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, chaque jour est une opportunité supplémentaire pour préparer les troupes face à la menace terroriste. Les unités spéciales vont intervenir afin de réduire la menace et ainsi libérer potentiellement des otages si otages il y avait. Depuis début avril 2024, 28 stagiaires, dont 24 béninois et 4 ivoiriens, se forment ici à la libération d'otages et au contre-terrorisme. Présent pour 48 heures en Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre belge, aujourd'hui président du Conseil européen, Charles Michel, assiste à la séance d'entraînement du jour. C'est en 2021 que l'État de Côte d'Ivoire met sur pied cette académie avec l'appui financier de l'Union européenne. Un outil pour apporter une réponse concrète au terrorisme après l'attentat de Grand Bassam et l'attaque de Kafolo en 2020. À travers une visite des locaux, le président du Conseil européen s'imprègne du fonctionnement de l'institution au service des pays africains touchés par le terrorisme. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de découvrir un centre de formation d'une grande qualité, avec une grande expertise qui est très mobilisée pour améliorer les capacités d'action et de réaction face à la menace terroriste. C'est 10 millions d'euros qui ont d'ores et déjà été mobilisés par l'Union européenne, auxquels s'ajoutent des soutiens financiers de la part d'autres pays membres de l'Union européenne. Moi, je suis très fier que l'Union européenne, avec beaucoup d'autres partenaires amis de la Côte d'Ivoire, ait décidé de soutenir ce projet qui a été porté par la Côte d'Ivoire. En 3 ans d'existence, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme a contribué à la formation d'environ 500 stagiaires issus des forces spéciales ivoiriennes et celles de la sous-région. Charles Michel rencontrera les plus hautes autorités du pays ce jeudi 25 avril en vue de renforcer les champs de coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire.
Et la ministre d'État, ministre de la fonction publique, a procédé au lancement officiel des concours administratifs. 369 au total, dont 6 au compte de l'ENA, l'École nationale d'administration. On en sait un peu plus avec Grace Kando. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, annonce 369 concours administratifs, dont 146 pour le recrutement de nouveaux fonctionnaires et 233 concours de promotion au titre de la session 2024. Quant au concours d'entrée à l'ENA, les 6 concours seront ouverts, à savoir les 3 concours directs et les 3 concours professionnels d'accès au cycle de formation. Dans la dynamique des réformes, je voudrais indiquer que cette année, le guichet unique des concours sera opérationnel. Le rôle de ce guichet unique est de rassembler tous les concours d'accès à un emploi dans la fonction publique sur une plateforme unique avec des procédures uniformisées et la simplification de l'inscription pour les candidats entre les différents concours d'une même année, mais aussi d'une année à une autre, sans avoir à reconstituer un nouveau dossier. La ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, saisit l'opportunité pour inviter les candidats et parents à se détourner des pratiques peu recommandables. Ils doivent donc rester concentrés et surtout, ils doivent tourner le dos à tous les escrocs et vendeurs d'illusions qui font miroiter des possibilités d'admission au concours. J'invite tous les candidats qui se sentiront harcelés, traqués, poursuivis par ces vendeurs d'illusions à les dénoncer en appelant le numéro vert 1364. Mais ils peuvent également saisir la plateforme Spatia qui a été mise en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption. Notre objectif est de valoriser nos fonctionnaires et agents de l'État en crédibilisant le concours d'accès à la fonction publique, le concours d'entrée à l'ENA. Pour les concours administratifs, les inscriptions en ligne démarrent le 30 avril pour s'achever le 14 juin prochain sur le site web de la fonction publique www.fonctionpublique.gouv.ci et celle d'entrée à l'ENA le 29 avril pour s'achever le 26 mai sur le site web de l'ENA www.ena.ci. Le ministre du Commerce et de l'Industrie participe à Bruxelles, en Belgique, à la 5e conférence mondiale sur le cacao. Souleymane Diarra plaide en faveur d'une mutualisation des efforts à l'effet d'une économie cacaoyère équitable et durable. C'est ce que nous montre Lancine Bakayoko. Cette rencontre internationale consacrée au cacao a réuni tous les acteurs de la chaîne des valeurs du chocolat, à savoir les gouvernements, les cacaoculteurs, les coopératives, les exportateurs et les négociants, en présence de Sa Majesté, la Reine Mathilde de Belgique. Ils ont évoqué les problématiques qui perturbent la chaîne du chocolat. Sur plus de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires générés par l'industrie mondiale du cacao et du chocolat, les producteurs ne bénéficient que de seulement 6%. Les prix bas payés aux producteurs de fèves constituent un frein à leur capacité à investir dans des pratiques agricoles intensives et durables, telles que l'utilisation de techniques de culture respectueuses de l'environnement, l'adoption de technologies modernes et la formation continue des travailleurs agricoles. Souleymane Diarra, ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, appelle à une mutualisation des efforts pour une économie cacaoyère équitable, durable et prospère. La mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs de la chaîne de valeur à cette 5e édition de la conférence mondiale du cacao traduit l'importance du cacao dans l'économie mondiale, car il joue un rôle vital en tant que produit de base de grande valeur. En sa qualité de défenseur des objectifs de développement durable des Nations Unies, la reine Mathilde de Belgique fait de la rémunération des planteurs de cacao un axe majeur de son plaidoyer. Il faut combler le fossé qui existe entre le revenu réel des producteurs et le revenu décent auquel ils peuvent légitimement aspirer, afin de satisfaire leurs besoins essentiels. Payer plus pour un cacao durable, voilà la boussole de la souveraine qui avait d'ailleurs rencontré les producteurs de cacao au cours de sa visite en terre ivoirienne.
On arrive à présent à la deuxième phase du projet pétrolier Baleine, lancé aujourd'hui au plateau dans les locaux de la Carena, la compagnie abidjanaise de réparation navale et de maintenance industrielle. Cette phase 2 vise la fabrication des structures métalliques sous-marines qui vont servir à l'exploitation du pétrole. C'est ce que nous dit Juliette Ouéa. Première phase du projet pétrolier Baleine en Côte d'Ivoire, place à la deuxième. Il s'agit de réaliser des structures métalliques dont 2 systèmes d'ancrage de 80 tonnes et 6 structures de fixation sous-marine d'environ 120 tonnes. Ces équipements seront déployés sur le site en offshore dans une profondeur d'eau supérieure à 1000 mètres. Un projet ambitieux soutenu par l'entreprise italienne d'hydrocarbures Eni et ses partenaires. Nous sommes donc fiers de soutenir ces initiatives visant à promouvoir la croissance économique, à créer des emplois bien sûr, à améliorer les conditions de vie de nos citoyens ivoiriens. Par notre présence en Côte d'Ivoire à travers nos activités, nous voulons être porteurs d'une valeur ajoutée réelle et concrète pour le pays. Un programme ambitieux qui nous verra engagés dans les années à venir et qui intègre tous les aspects de notre mode de fonctionnement alliant le développement du pays et la protection de l'environnement. À travers la phase 2 du projet Baleine, la Côte d'Ivoire renforce ses aspirations de géant pétrolier. 2 installations, à savoir un avis de stockage, de production de stockage et un avis de stockage, ont été contractés, seront dédiés à la production au niveau de la phase 2. Ces navires sont attendus dans le courant août à septembre 2024. Le total des investissements est estimé à environ 4 milliards de dollars. Et tout cela donc afin de faire du contenu local une réalité. Le gisement Baleine est la plus importante découverte d'hydrocarbures jamais réalisée en Côte d'Ivoire. Le démarrage de la phase 2, prévu pour fin 2024, va porter la production du champ à 50 000 barils par jour de pétrole et environ 70 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel. Un peu plus loin d'Abidjan, dans la Bagoué, le président du conseil régional Bruno Nabagné-Koné a offert 80 tonnes de riz aux populations dans le besoin et aux couches sensibles. Ses administrés de Boundiali ont reçu leur part vendredi dernier au foyer des jeunes. Cette action sociale matérialise la volonté de Bruno Koné et son équipe à soutenir la population locale. Le reportage de Charles Tatou. Cette cérémonie de remise de dons en vivres aux populations moins nanties est l'œuvre du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué. Elle a une fois de plus offert aux filles et fils de la région un moment de retrouvailles, de convivialité et de joie. Joie du fait de l'esprit de solidarité et de partage dont fait preuve le ministre Bruno Nabagné-Koné à l'endroit de ces populations. 28 tonnes de riz, soit 2800 sacs contenant chacun 10 kg de riz distribués à la population de Boundiali. Ce don est le fruit de la coopération, représentation en terre ivoirienne du bureau de Taipei et la Côte d'Ivoire. Et cela démontre une fois de plus l'engagement et la volonté de Taïwan à renforcer ses partenariats avec les pays amis africains, en particulier la Côte d'Ivoire, et mener, c'est-à-dire œuvrer ensemble pour parvenir à une sécurité alimentaire plus résiliente. Le ministre Bruno Nabagné-Koné précise le sens de son don. Notre ambition, ce n'est pas de continuer à distribuer des sacs de riz. Nous l'avons dit aux donateurs. Nous leur avons dit que notre ambition, c'est de créer les conditions pour que chacun de vous puisse gagner son riz lui-même, par son travail. Par son travail. Et c'est la bonne nouvelle, je peux vous dire qu'ils sont prêts à nous aider à développer l'agriculture dans notre région, à développer l'élevage dans notre région, de façon à ce que demain, ce soit plus facile pour chacun de se prendre en charge. Bruno Nabagné-Koné est venu dans la région de la Bagoué, les bras chargés de 80 tonnes de riz, dont 28 pour le département de Boundiali, 27 pour Kouto et 25 pour Tengrela.
Hors de Côte d'Ivoire, l'actualité au Mali dominée ce mercredi par la libération d'une partie des otages de Bandiagara dans le centre du pays. À bord de 3 cars, ces personnes, des femmes et plusieurs enfants ont été enlevés mardi 16 avril 2024. Plusieurs villageois joints par nos confrères de RFI indiquent la Katiba Massina comme auteur de ces enlèvements, quoique cette opération n'a pas été revendiquée jusque-là. Ces derniers jours, des manifestations ont été organisées dans plusieurs localités du centre du Mali pour demander aux autorités de transition de s'impliquer davantage afin de libérer les otages, mais aussi de sécuriser la route nationale 15, cette route qui est régulièrement la cible des groupes armés terroristes. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. L'information revient à 6h30 sur RTI1. Quant à moi, je vous retrouve à 23h si Dieu le veut. Excellente soirée.